Alors bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ce soir pour le webinaire sur idées de trading top et flop, donc avec Marc Daguerre qui est mon invité. Donc moi je suis Christophe Baird d'IG. Bonsoir Marc, est-ce Bonsoir que tu es Christophe, là? bonsoir tout le monde. Ah, je suis là, oui. Parfait. Eh bien, on parle ce soir des top et flop, des idées de trading que tu as. Enfin, on va pas reprendre l'intégralité des idées de trading, mais tu as choisi ce soir de parler de 4 idées de trading. Alors, on sait tous que le trading, c'est pas uniquement une formule gagnante, que la perte fait partie également du trading. Et justement, c'est l'occasion ce soir d'aborder donc des idées qui ont fonctionné. Donc, tu vas nous expliquer le pourquoi du comment, en effet, et quels ont été les cheminements pour prendre ces décisions sur ces idées de trading. Et on va pouvoir suivre leur évolution dans le temps. Alors, 2 idées qui ont rencontré un succès, et on parlera également de 2 autres idées qui ont fait un flop, qui n'ont pas fonctionné. Tu nous expliqueras également pourquoi. Là aussi, on reprendra donc le cheminement des idées de trading. Et puis, je sais qu'on parlera également, on en a parlé en off, en préparant donc ce webinaire, on parlera également de Henkel, euh, qui est une situation là aussi très particulière, notamment qui met, je dirais, en exergue la dualité entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Tout à Donc fait. je rappelle que Marc est donc président de DT Expert, qui est une agence d'analyse graphique. Tu es spécialisé également dans les produits de type turbo, produits qu'on propose également sur la plateforme IG, puisque tu C'est ça. proposes donc des idées de trading pour nos clients, les clients IG, et d'ailleurs pas uniquement que les clients, puisqu'on peut également s'inscrire aux idées de trading donc directement sur le site d'IG. Et puis, donc on est ensemble pour une petite heure. Simplement, avant de démarrer, je vais vous replacer à l'écran un message qui est obligatoire, message d'avertissement donc sur les risques du trading, et notamment donc les pertes liées au trading. Ce soir, ce ne sont pas des conseils de trading que nous allons donner, c'est simplement donc un webinaire pédagogique. Et comme je vous disais, pour évoquer le fait que le trading, ce n'est pas qu'une affaire gagnante, la perte fait également partie intégrante donc des opérations de trading. Marc va bien sûr revenir en détail dessus. Donc, message d'avertissement classique, le groupe IG, bon, je passe rapidement, hein. Groupe IG, désormais, vous connaissez, on est en France depuis 2007 maintenant, donc un acteur majeur du trading en France. Alors, quelles sont les valeurs sur lesquelles on va s'attarder donc ce soir? Donc, 2 valeurs sur lesquelles donc on a une performance qui est positive. Alors, je rappelle que par rapport à ces performances, ce ne sont pas des performances en valeur absolue, ce sont des performances réalisées sur turbo, hein. Tu me coupes, Marc, si je dis des bêtises. Oui, donc ce sont des Donc, performances avec un effet de levier, effectivement. voilà, avec un effet de levier, donc 58% d'un côté pour Adidas et 61% sur H&M. Et on parlera également des flops, donc valeur pétrolière, donc Exxon, moins 27%, et Evotech, qui est une biotech sur laquelle, donc là, on a une perf de moins 33%. Simplement, avant de démarrer, chose intéressante hein, qu'on peut remarquer ici, vous voyez, sur les gains, on a ici 2 gains donc assez importants, mais néanmoins, les pertes réalisées sont moins importantes, enfin en tout cas en pourcentage, moins importantes que les gains réalisés. Cela veut dire, en gros, qu'ici derrière, on a, je pense, mais ça, je te laisserai l'expliquer, Marc, on a une vraie stratégie en termes de money management, c'est-à-dire que en soi, les gains que l'on va réaliser sont la plupart du temps plus élevés que les pertes réalisées. C'est-à-dire qu'on a tendance à sortir plus tôt du marché et ainsi couper ses pertes et laisser courir les gains. Bien sûr, si j'ai dit des bêtises, hein, Marc, tu n'hésiteras pas Ouais, non, non, bien sûr, ouais. à les corriger. Vous êtes donc actuellement connecté donc en direct hein, sur le webinaire ce soir. C'est ça, Sachez ouais. que si vous êtes en retard sur le webinaire ou si vous devez partir ou pour une raison X ou Y, vous pourrez bien sûr retrouver dès demain le replay du webinaire sur la chaîne YouTube d'IG, et je pense que Marc, tu repartageras également le webinaire au travers de tes différents réseaux. Tout à fait. Voilà, j'espère avoir été exhaustif pardon, dans cette présentation. Moi, je Ça vous va, ça remettrai va.
demain dans la vidéo les liens pour ouvrir un compte de démonstration, ouvrir un compte réel également si vous souhaitez donc transformer l'essai chez IG. Je te laisse la parole, Marc. Tu vas pouvoir également partager ton écran et on va démarrer par Adidas. Juste avant, je Hmm. vais jeter un œil sur le chat parce que c'est vrai que j'ai pas posé la question. D'habitude, on pose la question, savoir si tout le monde nous entend et si l'image est OK. A priori, donc simplement si vous pouvez. Voilà, bon bah a priori tout est OK. Merci Laurent, merci Eric. Voilà. Bah écoute Marc, je te laisse la parole. C'est parti. On Ça démarre sur marche. Adidas. Bonsoir tout le monde. Alors oui, on va démarrer. Donc je vais partager d'abord mon écran. Voilà, faut pas attention à avoir mal à la tête tout de suite, hein. Et on va regarder effectivement comme tu l'as dit, les 4 idées de trading qu'on avait mises en place et celles qui se sont d'abord bien passées et celles qui se sont mal passées. Donc on a émis une idée de trading, voilà, sur Adidas en ce qu'on appelle short, donc turbo short, ce qui signifie que nous étions placés, nous étions en train de miser sur la baisse du sous-jacent. La flèche noire représente le scénario avec le début de la flèche ici qui indique en fait le jour où on avait envoyé l'idée. Et qu'est-ce qu'on constate ici? Bon, alors d'abord, on va voir le constat. Après, on va expliquer aussi un petit peu ce qui a engendré la prise de décision. Et éventuellement aussi essayer de voir pourquoi est-ce qu'on est sorti alors qu'on n'est pas encore sur notre deuxième objectif, etc. Déjà, une chose qu'il faut vraiment savoir lorsqu'on intervient sur ce type de produit, et de toute façon, lorsque on intervient, on décide de rentrer en bourse sur n'importe quel type d'actifs, etc. Il faut toujours avoir ce qu'on appelle un plan de trading ou un plan de gestion pour le plus long terme et respecter le plan qu'on va s'imposer. Et c'est quoi un plan de trading? C'est-à-dire que on va donc avoir notre prix d'entrée et à partir de notre prix d'entrée, on va avoir des objectifs et ce qu'on appelle un niveau de stop. Donc le niveau de stop, c'est le niveau à partir duquel on estime qu'il vaut mieux couper sa perte, puisque ce sera une perte, plutôt que de risquer de perdre plus gros. Parce que ça, c'est un des grands dangers des traders notamment, et pas que, c'est de ne pas savoir couper ses pertes. Voilà. Le temps que c'est pas vendu, c'est pas perdu, c'est complètement erroné pour plein de raisons. Euh, donc ici, on a notre plan de trading, c'est-à-dire qu'en gros, on dit bah voilà, on va rentrer ici, on va avoir des objectifs donc des objectifs de baissier en fait, puisqu'on est en train de se positionner sur un turbo short. Et on a ici en bleu notre stop loss de protection, à savoir le niveau au-dessus duquel on n'aimerait pas passer et qui risquerait d'invalider notre scénario. Pour ceux qui souhaitent, ceux qui veulent le faire via IG, nos conseils évidemment sont les bienvenus. Pour ceux qui souhaiteraient le faire par eux-mêmes, euh, une indication également très importante, c'est que les turbos, hein, on le sait, enfin je pense que la plupart le savent, sont des produits avec une barrière désactivante qui, comme leur nom l'indique, si cette barrière est touchée, qu'on appelle aussi un KO, ça veut dire qu'on perd l'intégralité de sa mise. Donc il faut toujours, sur un turbo short comme ici, placer son niveau de stop entre le prix d'entrée et la barrière. Évidemment, pourquoi? Parce que ça évite d'être désactivé, sauf, comme ça peut arriver par exemple sur Henkel, à très peu de choses près, sauf si on a malencontreusement un gap énorme et que par exemple Adidas avait ouvert le lendemain ici, au-dessus de la barrière. Bon, là, effectivement, c'est des cas très particuliers. Mais sinon, pour éviter la désactivation, il faut avoir une barrière qui est au-dessus ici de son niveau de stop, ou en dessous quand on sera à la hausse, on le verra. Alors Euh, justement, Marc, hein, c'est vrai que oui, le point que tu évoques, il est vraiment important parce que souvent dans l'imaginaire collectif, on pense que sur un turbo, on a un niveau de désactivation, donc comme tu l'as expliqué, qui est un knockout, un KO, et qu'on ne peut, quelque part, on est obligé, si ça se passe pas bien, d'aller jusqu'au KO. En effet, comme tu l'as précisé, on n'est pas obligé d'attendre le chaos et juste de placer, on a la possibilité, en plus du chaos qui agit en quelque sorte comme un stop obligatoire, eh bien sur le produit turbo, on peut venir ajouter un niveau de stop.
J'en profite également parce qu'il y a une question dans le chat, mais je pense que tu y répondras juste après. En tout cas, l'idée, c'est de la garder en tête. La question, c'est avez-vous utilisé les pivots pour fixer le stop loss? Je pense que quand on parle de pivot, ça doit être les points pivots. Voilà. Garde cette question dans un coin. Je Éventuellement, l'ai. on y reprendra. Je pense que j'allais continuer et répondre en même temps. Ouais. Alors oui, alors autre chose, du coup, avant de rentrer vraiment dans les détails de chaque conseil maintenant, surtout sur la partie un peu didactique pédagogique, comment ça fonctionne, comment moi je fonctionne et comment il faudrait idéalement fonctionner pour ceux, encore une fois, qui souhaiteraient se lancer seuls, voilà. Euh, D'abord, évidemment, on établit son plan. On essaye de voir sur quel sous-jacent on a envie de se positionner à la hausse ou à la baisse. Très bien. On a choisi Adidas. À partir de ce moment, on établit son plan. On se dit, bah voilà, quels sont les objectifs que j'aimerais atteindre, pourquoi, etc. Où est-ce que je vais mettre mon stop? À partir de quand j'estime que mon scénario ne sera plus valable? Et surtout, à partir de quand j'estime que mon risk-reward ne sera plus bon? Parce que on peut très bien se dire, bah attends, pourquoi je dirais pas que moi, mon scénario, il peut être valable jusqu'ici, par exemple, jusqu'au 290. Bon, attends, je vais mettre, voilà. Ok, moi, jusqu'ici, je vais dire que mon scénario est valable, etc. Bon, non, parce qu'il faut également savoir qu'on a un risk-reward, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est prêt à perdre par rapport à ce qu'on espère gagner. Bon. À partir du moment où on a établi notre plan de trading avec le niveau de stop qui nous semble, nous, le plus judicieux, c'est à partir de là qu'on va pouvoir choisir son produit avec la barrière. Voilà. Donc, on se dit, voilà, moi, je vais rentrer là, je vais avoir un premier objectif ici, un autre ici. À partir de là, je vais invalider mon scénario. Donc, il faut que je prenne une barrière qui va être au-dessus de ce niveau. Parce que parfois, on me dit comment tu choisis ta barrière, etc. Donc, ça, c'est la façon dont il faut normalement procéder. Maintenant, revenons sur Adidas, puisqu'on a un peu expliqué tout ça. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à Yves parce que je voulais être sûr que ce qu'il appelle KO et pivot. Parce que si pour lui, le stop loss, c'est le KO, c'est ici, oui, effectivement, on met un stop. Donc, on utilise le pivot qui, pour moi, est en bleu pour fixer le stop loss qui serait ici. Bon, après, si j'ai mal répondu, il pourra me le dire. Alors, Justement, non, là, ouais. on a si tu veux l'idée là sur Adidas, c'est pourquoi tu es parti short. Qu'est-ce qui Voilà. fait que Voilà. ça a déclenché pour Exactement. toi une direction short sur Adidas? Exactement. Donc, on va revenir, ok, à peu près là où on était lorsqu'on a pris la ligne. Donc, lorsqu'on a pris la ligne, il y a plusieurs éléments qui, pour nous, je dis pas pour nous, hein, on n'est pas non plus, on n'a pas la science infuse, indiquaient plutôt un scénario baissier. On va regarder ensemble. Là, c'est pour ça que j'ai mis mon écran comme ça pour qu'on soit en temps réel, parce que c'est facile de voir une fois après que le scénario s'est réalisé. Donc, il faut essayer de voir ici tout ce qu'il y a tout à droite de mon écran, parce que c'est la seule façon que j'ai de cacher la suite. Et on va voir les éléments qui, pour nous, ont mis en place cette prise de décision. Alors, autre chose aussi, j'en profite. Nous, on met toujours un point d'honneur. Alors, je dis nous, je ne parle pas pour les autres. Hein, j'ai absolument rien contre les autres, mais nous, je sais comment on travaille, à mettre des explications techniques dans nos analyses lorsqu'on envoie notre idée de trading, parce que voilà, parce que pour nous, c'est la façon de bien faire le travail. On ne va pas Oui, juste dire, c'est pas une idée sortie du on chapeau, quoi. achète, voilà, on achète un short sur Adidas, voilà, merci, au revoir. Donc les éléments qui nous ont incité à prendre ça. D'abord, je les donne tous dans un ordre quelconque. On a ici, alors attention, hein, moi je me méfie toujours des doubles tops qu'on voit un peu trop partout. Bon, mais on a quand même, on va dire, un niveau de résistance qui s'est manifesté ici, bon, à partir duquel les cours ont commencé à faiblir à nouveau. Par la suite, on a enfoncé ce que nous, on appelle un overlap. C'est-à-dire l'overlap, c'est quoi? C'est le dernier niveau qui était là en plus un peu au niveau du gap, ici, voilà, qui pouvait jouer le rôle pour nous de support, donc l'ancienne résistance qui devient support derrière, comme on l'a ici. Tu vois, là, vous voyez, là, c'est un vrai overlap. C'est quoi un overlap? Bah, comme on le voit ici, on a un niveau de résistance hein, qui a joué à deux reprises. Alors, plusieurs éléments intéressants. D'abord, ce niveau de résistance est dépassé comme très souvent avec une forte impulsion, soit une bougie très haussière, soit comme ici, un gap à l'ouverture, puis une bougie très haussière avec une ouverture et une clôture, une ouverture au plus bas et une clôture presque au plus haut. Et on voit que ce niveau de résistance est venu jouer le rôle de support à plusieurs reprises ici. Donc c'est ce qu'on appelle nous un overlap. Donc à partir de ce moment, quand on enfonce des overlaps, pour nous c'est une autre indication de potentiel
invalidation d'un scénario aussi, etc. Bon. Troisième chose, on avait ici une droite qu'on voit un peu plus fine. Vous la voyez bien, bon Christophe, tu me dis, mais je pense que vous la voyez. Donc cette Oui, on la droite-là, voit. c'était une droite, une oblique, ce n'est pas une oblique, hein, elle n'est pas horizontale, et qui coiffait des courbes à plusieurs reprises. On voit ici très nettement le nombre de fois où on est venu buter sur ces niveaux. Donc on les voit ici, une fois, quasiment deux fois, Une trois espèce fois, de quatre fois. résistance oblique, donc. Voilà, donc c'est une droite de résistance très importante. Voilà, là j'ai indiqué quasiment toutes les fois où elle avait servi de résistance. Voilà. On est venu ici s'en servir une fois en support, donc ça pouvait être encore un pullback. Et puis là, on est venu l'enfoncer, cette droite-là, d'accord. On est venu l'enfoncer, et puis à partir du moment où on l'enfonce, on n'a pas réussi à revenir au-dessus. Hein. C'est ce qu'on appelle, nous, ici, le pullback. On voit qu'on est passé en dessous, et bon, je peux zoomer un petit peu, voilà. Et on voit qu'à plusieurs reprises, même si on a tenté de repasser dessus, on n'a pas réussi. Dernier élément qui nous a... donc, tu vois, on a quand même plusieurs éléments déjà, donc Oui, c'était déjà... ça devient, en effet, parce que tout à l'heure, on était parti du graphique brut. C'était pas forcément très parlant pour le commun des mortels. Là, en effet, j'ai envie de dire, ça coule de source par rapport à l'explication que tu viens de donner. C'est très visuel au final. Ah, mais alors, des choses que moi j'aime dans mon métier, dans ma spécialisation en tout cas, c'est que l'analyse technique, c'est visuel, c'est graphique, comme on dit de l'analyse graphique, on parle des graphes. Alors certes, c'est mathématique aussi, un petit peu, mais très sincèrement, moi je peux enseigner, alors évidemment, je ne vais pas enseigner tout qui tourne autour de mon expertise, etc. Mais certaines bases de l'analyse technique, tu peux les enseigner à un adolescent voilà, qui a la tête bien faite, puisque tu vas lui montrer des droites, des parallèles, des canaux, des triangles, des drapeaux, enfin des choses que le commun des mortels peut connaître et peut dessiner lui-même. Bon, donc c'est ça. Est-ce qu'au final, justement, pour notamment les débutants, parce que c'est vrai que souvent, nous aussi, on a des clients qui parfois nous présentent des graphiques, c'est digne d'un gribouillage d'une œuvre d'art moderne où on ne comprend absolument rien. Au final, il faut rester sur des postulats extrêmement simples. Support, résistance. En effet, comme tu disais tout à l'heure, on peut voir des doubles tops un peu partout, des doubles bottoms, pourquoi pas. Mais au final, quand on regarde un graphique comme ça en brut, c'est vrai que le fait de tracer juste des supports et des résistances, ça nous donne déjà énormément d'indications. Oui, oui, alors bien sûr. Alors ce que je dis très souvent, c'est que il faut déjà, quand on connaît déjà les bases, on a déjà quelques éléments, et il faut surtout pas penser que il faut que ça soit une analyse compliquée pour qu'elle soit bonne. Il y a des analyses très simples qui peuvent être très bonnes. Il y a des Mm. niveaux très simples, tout bêtes entre guillemets, voilà, qu'on peut utiliser. Par exemple, si on avait été avant à une autre période et qu'on se trouvait, voilà, je sais pas, là, en été 2024, etc. Si on avait repéré cette oblique-là, on pouvait également très bien, assez facilement, dire, oh, bah, j'ai une oblique de résistance, elle a l'air de tenir le coup. Bah, si je tape dessus et que je commence à baisser, bah, je vais peut-être prendre un short. Avec, en plus, un target qui va être assez intéressant ici, puisque on a la résistance qui, à chaque fois, ramène sur l'overlap ici, donc la droite de support. Donc voilà, donc Alors, par exemple, ici, on ju- voit... Ouais, dis-moi. justement, par rapport à ce niveau, Marc, pourquoi Mhm. à ce moment-là, tu n'as pas pris de position sur justement sur ce retour? Enfin, on a tapé ici en effet sur la Ouais. résistance. Qu'est-ce qui fait qu'ici, t'as pas pris de position, par exemple, ou Alors qui- d'abord, j'ai une question. ouais. Qu'est-ce que tu sais du fait que j'en ai pas pris? Tu sais pas, parce que là, je te montre la dernière reco Adidas. Oui, bah oui, Peut-être oui, qu'il y en justement. avait d'autres auparavant. Donc ça, je ne sais pas. Maintenant, pour être très franc, peut-être qu'on l'avait prise ou pas, je me souviens plus, il faudrait que je regarde les tableaux, Non, parce mais qu'à il est à vrai dire, j'ai une question sous-jacente par rapport à ça. voilà, c'est pour ça. Donc après, je réponds. Il est Ouais. évident, de toute façon, pour répondre à ce type de questions en général, qu'on a un univers de, je sais pas moi, peut-être 200 sous-jacents et encore peut-être davantage sur lesquels on peut intervenir. On n'a pas les moyens d'intervenir sur toutes les configurations techniques qui peuvent nous sembler intéressantes. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est pas parce on n'est pas suffisamment bosseur pour tout regarder. Hein. Notre boulot, c'est de tout regarder, de repérer toutes les indications qu'on peut avoir. Mais d'un autre côté, on ne peut pas se permettre de prendre 10 conseils en 2 heures parce que d'abord, nos clients n'ont pas forcément les moyens et qu'il y a aussi une question de money management,
voilà, de gérer son cash, etc. Mais effectivement, il se peut parfois qu'on ait, je sais pas, 10 dans des marchés. Alors là, c'est pas le cas, hein, on va le voir tout à l'heure. On est dans des marchés extrêmement tendus, erratiques. On a eu une Ouais. semaine, la semaine dernière, où on alternait 3% de hausse avec 3% de baisse. C'est sûr que pour ce type de stratégie, c'est ce qu'il peut y avoir de pire, parce que les turbos, quand ça prend 3 ou 4% d'un côté, ça peut prendre 40%. Mm. Donc c'était vraiment le yo-yo, et on verra tout à l'heure sur Exxon notamment, pourquoi on est sorti, etc. Mais dans certains cas de figure où les marchés commencent à avoir une tendance globale claire, ça peut arriver. Il y a des phases de marché où on est, par exemple, les marchés sont très haussiers, ça monte. Pas à 100% des valeurs, mais ça monte. Ou inversement, ça se pète la figure, etc. Dans ces moments-là, on peut avoir 10, 15 configurations qui sont très intéressantes et on va essayer d'en sélectionner certaines parmi celles-là. Ouais. Donc, tu avais une question sous-jacente. Oui, ben, justement, au final, tu as répondu à ma question sous-jacente. C'était en gros, c'est comment tu sélectionnes les valeurs, enfin, comment fais-tu ta sélection? Et en effet, enfin, comme tu réponds, au final, tu peux pas prendre tous les mouvements de toutes les valeurs. Tu travailles sur un panel de valeurs. Tu peux pas surveiller 15 000 valeurs à la fois. Donc, Ah, c'est tout à fait. on les surveille, hein, toutes les valeurs, parce qu'on Ouais, a un système d'alerte, en fait, si tu d'accord. veux. Donc, à chaque fois qu'on regarde le marché, on va mettre des alertes. Je vais te montrer après qu'est-ce qu'on appelle alerte. Je vais montrer ça tout de suite. Et comme ça. Mais effectivement, on a des alertes qui sonnent régulièrement. On va regarder. Parfois, on se dit, bah, OK, là, ça semble bien, on y va. Bon. Et puis, il faudrait savoir qu'après coup, hein, c'est toujours aussi facile. Mais là, c'est sûr que à partir du moment où on a déterminé cette droite, parce que les gens vont dire, oui, alors j'aurais pu, par exemple, shorter ici. Mais il faut se mettre dans la réalité du marché. Quand on est ici, on n'a pas encore déterminé la droite. Par 2 points, passer Ouais, toujours une droite, tout à fait. c'est trop facile. Il faut attendre d'être à peu près ici, voire ici, c'est l'idéal, c'est pour ça que j'ai l'entouré, parce qu'à partir de là, la droite commence à être suffisamment intéressante. Solide en quelque sorte, oui, puisqu'on a Oui. plusieurs points En d'impact. analyse technique, par exemple une oblique, un support, hein, etc., ou même un canal, plus l'oblique est testé, plus les bornes du canal sont testées, plus l'oblique ou le canal devient important, intéressant et a des chances Solide, ouais. voilà. Il y a d'autres éléments aussi, hein. Plus, par exemple, plus la droite est testée dans le temps, plus aussi ça donne une indication supplémentaire, parce que tu peux avoir plein de butées sur une même droite en 2 semaines, et quand ça dure un an, bah, c'est plus intéressant. Quand ça dure 5 ans, encore plus. Tu as Ouais. également l'amplitude. L'amplitude, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu butes sur la droite, est-ce que tu descends un petit peu, comme ici, ou est-ce que tu descends davantage, comme là, là, là et là, ou là aussi, ça donne encore plus d'intérêt, etc. Voilà, Oui, donc donc, c'est une confluence au final, de facteurs qui fait que, je dirais, la probabilité est plus ou moins grande par rapport au scénario. En c'est effet, exactement ça. si on a une amplitude plus importante, si on a touché plusieurs fois la résistance, enfin, en tout cas, ça reprend en effet, tous les éléments que tu as indiqués. Alors justement, là, pour revenir sur Oui, l'idée de trading, oui, alors, donc, oui, on a dis-moi. vu en effet que donc, dans la zone que tu entouré en rouge, donc Oui. là, c'est là où tu commences à te dire on va y aller. Oui, alors on s'est dit ça. Dernière chose, dernier élément, parce que je donne la liste des éléments, et après, voilà, parce qu'il n'y a pas non plus toujours Hmm. 15 000 éléments, et du coup, j'en profite pour revenir sur ce que tu as dit. Nous, analyse technique, on a ce qu'on appelle, t'as appelé toi la confluence, c'est-à-dire que quand on a des niveaux, des configurations, ou qui vont correspondre à plusieurs indications techniques différentes, plus il y a d'indications techniques différentes, plus on va avoir confiance dans notre scénario. Autrement dit, là, on a vu qu'on avait l'espèce de double top ici. Okay, bon, c'est pas une espèce d'ailleurs, hein, ça peut être un double top, même si c'est un petit double top, parce que l'amplitude ici entre les deux tops est pas énorme, mais c'est quand même très intéressant sur un turbo. Hein. Faut pas oublier que sur un turbo, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre un mouvement ou un potentiel de hausse très conséquent ou de baisse très conséquent, puisque sur une baisse de 3-4%, avec un levier à 7 par exemple, tu es déjà à plus 20%, Hmm. avec un levier à 10, tu es à plus 30-40, etc. Donc on avait effectivement ce double top, on avait le passage sous l'overlap ici avec le gap, on avait le passage sous cette droite avec l'incapacité à revenir, et enfin, on a un RSI ici, là j'ai mis exactement la date où on était, qui est orienté à la baisse, qui est sous sa borne de neutralité ici. Donc en général, on estime que quand on est sous la borne de neutralité, on est plutôt dans une configuration un peu fragile, et qui n'est pas du tout survendu, c'est-à-dire qu'on est encore loin ici de la zone rouge, qui est la zone de survente. Donc ça nous donne encore un élément de plus, donc 4 éléments différents qui viennent plaider pour ce scénario. Qu'est-ce qui Hmm. s'est passé par la suite? Eh bien, on a une chose intéressante. C'est que, pour être très honnête, on avait pris le conseil à peu près au début de ma flèche. Donc, les 2 premiers jours,
on a eu ce qu'on appelle un peu chaud, mais on a respecté notre plan de trading. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti tout de suite dans le bon sens. C'est sûr que nous, traders, et tous les gens qui nous suivent ici, quand ils décident de faire un investissement, et surtout sur du court terme, si ça va tout de suite dans leur sens, dans ce cas-là, tout va bien. Mais si ça va pas tout de suite dans son sens, ce qu'on appelle nous un drawdown, c'est-à-dire un début qui va pas dans le bon sens, là, on est un peu plus ennuyé, on est peut-être parfois un peu plus en panique et tout. Bon, on respecte notre plan de trading, on panique pas, faut jamais paniquer, ça sert à rien, même si on se plante complètement. J'allais dire, c'est Ça le fait jeu entre partie guillemets. du, voilà, ça fait partie du Ça fait trading. partie du métier, comme partout. Hein. Il n'y a pas d'investissement qui est sûr à 100%, à part évidemment des investissements garantis où là, le taux de rendement va être faible. Bon. Donc ici, on a mal démarré. Et puis, alors on va zoomer un peu pour voir la bougie suivante. Je vais essayer de zoomer un peu pour la montrer un peu davantage. Donc la bougie suivante qui est là, j'aurais pu mettre des bougies japonaises, mais ça revient au Ouais, parce même, que ça là, marche pas. t'es en Je configuration, suis en donc ce ne sont pas des bougies, ce sont des barres américaines, je Des crois, bar hein. charts. Ouais, Ouais, ouais. Alors c'est des bar charts à et bar c'est chart, vrai ouais. que qui peut le plus peut loin. Donc je vais partir sur chandelier. D'ailleurs, je rappelle que tu utilises Pro Realtime, qui Tout est à un fait. outil également disponible au travers de la plateforme IG. Allez, Voilà. rouge et vert. Voilà, Voilà. parfait. Comme tout le monde. Alors voilà. Donc ici on voit cette bougie. Tu as raison, c'est plus visible. On a cette bougie rouge ici qui est venue effectivement contrarier totalement les velléités haussières. Et sur cette bougie rouge, on a déjà, on a un peu confirmé, on a été rassuré rapidement. À partir de là, on n'a plus vraiment été inquiété parce que comme on peut le voir sur le graphe, les velléités haussières se sont arrêtées. On a eu ici une journée on a une journée haussière, oui et non, c'est-à-dire qu'on a une journée où on a ouvert en forte baisse. Bon, là, on était assez content, on était sur notre premier target. On s'est dit, ça a l'air quand même d'être encore négatif. On a ouvert Mm. avec un gros gap. On a eu un peu peur encore parce qu'on est venu combler le gap ici et on a clôturé en hausse. Le lendemain, on a également ouvert en hausse sur un gap haussier ici. Et puis, on a à nouveau, on est à nouveau resté fragile. Pourquoi je montre ça? Parce qu'il faut bien comprendre qu'au quotidien, parce que là, on a eu, voilà, on est très transparent. On a eu encore des très bons coups. Aujourd'hui, on a encore sorti de très belles lignes, mais on a aussi des coups durs. Mais il faut bien savoir que dans certains contextes de marché, sur des produits comme ça, c'est quand même extrêmement difficile de dégager de la performance régulière. Ici, au quotidien, on était quand même en phase de yo-yo. On alternait des grosses baisses avec des hausses. On n'était pas encore très rassuré jusqu'au moment où après, effectivement, ça s'est confirmé. On voit bien là les 3 derniers jours que il n'y avait plus aucune contre-indication et que les velléités haussières ont largement pris le dessus. Alors, Euh, qu'est-ce qui fait voilà. que vous avez décidé de fermer la position? Voilà. Alors ça, alors pourquoi on a coupé la position et pourquoi quand on établit un plan de trading, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Bon. Nous, on met toujours 2 objectifs. Voilà, parce que on estime, c'est ce qu'on appelle nous un plan de trading, une Ce sont stratégie. les deux lignes en rouge, hein, Ouais, ce qu'on appelle la l'objectif. stratégie. Oui, quand on est sur des shorts, on met nos objectifs en rouge. Quand on est sur des longs, on met nos objectifs en vert. Bon, parce qu'on met en rouge parce qu'on joue la baisse, on met en vert parce qu'on joue la hausse. Donc ici, on est sorti parce que il y a plusieurs choses qui font qu'on sort. Parce que certains pourraient nous dire, bon, pourquoi vous n'avez pas maintenu votre plan de trading jusqu'à votre second objectif? C'est vrai. Et là, peut-être que dans la fin de la semaine ou la semaine prochaine, on sera sur le second objectif. Maintenant, il faut savoir 2 choses. C'est toujours facile après coup de se dire, ah ben zut, je suis arrivé sur mon deuxième objectif, j'aurais dû. Il y Nous, a des on a spécialistes aussi, pour ça, hein. ouais, absolument. On a un devoir de. De toute façon, c'est Rothschild qui a dit, donc c'est pas n'importe qui a dit j'ai fait ma fortune en vendant toujours trop tôt. Bon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regretter. On a vendu et après, ah mince, j'ai vendu trop tôt. Oui, peut-être, mais peut-être aussi qu'on s'est dit ah bah j'ai vendu trop tard, etc. Bon. Donc à partir de là, nous on essaye aussi de gérer notre money management au quotidien. On a aussi des clients qui nous suivent. Donc si on voit qu'on est dans un contexte tendu et qu'on est arrivé comme Adidas, je sais plus, on l'avait indiqué, on est sorti à plus 50, je sais plus, tu l'avais indiqué au Plus début là. Bon, 58. voilà, plus 58. Quand on est à plus 58% sur une ligne et qu'on commence à arriver sur un RSI qui se rapproche, parce qu'on n'y était pas encore complètement, de sa zone de survente, quand on est dans un marché erratique et quand Adidas nous a quand même fait des coups de yo-yo au début pendant une semaine, bon, eh ben, on a envie de se dire, allez, on va pas continuer à se donner des sueurs froides, on va libérer du cash aussi pour ceux qui nous suivent et qui n'ont pas forcément
des munitions énormes, hein, parce qu'il y en a qui ont des munitions énormes et d'autres qui ont des petites munitions, je le sais. Mais vu que nous, on raisonne en pourcentage, ben voilà, on traite tout le monde à part égale. Mais à partir de tous ces éléments, on se dit, bah, on va sortir. On a déjà une belle performance. On va peut-être pouvoir, avec ce qu'on a dégagé, bah, éventuellement rentrer sur autre chose et ne pas prendre le risque d'avoir un marché qui va nous prendre à revers du jour au lendemain. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on est sorti. Donc voilà, la position est sortie. Bah, écoute, c'est très clair en tout cas sur le cheminement, sur cette idée de trading entre la naissance, j'ai envie de dire, de la genèse en quelque sorte de l'idée de trading, d'ouvrir la position et de prendre la décision de refermer la position. Alors, je vois, il y a quelques questions dans le chat, hein, tu les vois peut-être aussi, Marc. Ce que je te Oui. propose, c'est qu'on revienne peut-être à la fin Oui. du webinaire sur les différentes questions Ok. pour avancer. On passe sur H&M. Donc Oui, alors H&M, je vais oui, juste répondre à, vas-y. je vais juste répondre à une personne, Thierry, parce qu'on est encore sur le graphique, qui nous demande si le double top, voilà, le double top ne devrait pas être valide car le deuxième sommet est au-dessus du premier. Alors, dans l'absolu, il a raison. C'est-à-dire que normalement, théoriquement, dans un double top, ton deuxième sommet doit être au niveau du premier, voire un peu en deçà. Bon, là, on est un peu limite quand même. C'est-à-dire que moi, je veux bien quand c'est un peu plus marqué que ça, mais c'est pas, j'allais dire, c'est pas forcément au centime près. Mais de toute façon, il faut pas aussi oublier une chose que sur laquelle j'insiste lors de mes formations, c'est que l'objectif de tout investissement et de l'analyse technique, c'est d'avoir raison dans son scénario. Et par exemple, quand on prend un short, donc d'identifier un potentiel de baisse. L'objectif n'est pas forcément de. Alors évidemment, la théorie est très importante, mais l'objectif n'est pas forcément d'avoir complètement raison sur la théorie de ce qu'on était en train d'observer. Est-ce que on peut dire que c'est un double top? Est-ce que des puristes vont dire ah c'est pas vraiment un double top? Est-ce que c'est une épaule tête épaule? Oui, alors attention parce que la deuxième épaule est d'une amplitude un peu plus faible que la première. Chacun a sa propre interprétation au Oui, final. alors chacun a sa propre interprétation. Non, mais c'est pas tant ça. C'est qu'il y a une théorie qui est mise en place et même sans que chacun ait sa propre interprétation, on peut effectivement se mettre d'accord en général pour dire voilà, c'est pas vraiment une épaule tête épaule. Mais l'objectif, c'est d'identifier une configuration de retournement. C'est pas de Ouais. dire de mettre un nom dessus. La théorie sert parce qu'elle peut, mais finalement, moi, avec mon expérience, les configurations qui me semblent être des configurations un peu fragiles de retournement, je les ai visuellement sans forcément me dire ah c'est ça ou ça. Après, c'est sûr qu'ici, par exemple, prenons le cas du double top, qui quand même peut en être un. Bah, comment ça se passe? Donc on a deux tops ici. La ligne de coup se situe sur le point le plus bas entre les deux tops, donc je l'ai tracé ici en parallèle. Et quand la ligne de coup ici est enfoncée, on est censé avoir un objectif en reportant l'amplitude qu'on a entre nos tops et la ligne de coup Ouais. ici à la cassure de la ligne de coup, et on voit effectivement que ça correspondait à peu près au premier objectif qu'on s'était fixé. Et c'est un objectif important parce que à la fois c'est l'objectif théorique du double top, c'est également le niveau du support ici, et on aurait très bien pu prendre un peu peur et couper au moment où on est arrivé sur ce premier objectif, puisqu'on a une bougie haussière après. Sauf que le souci, c'est qu'on a ouvert très bas, on était pile sur notre objectif, donc on s'est dit bon, allez, on est quand même ouvert un gros gap baissier, et après on est monté en flèche, donc c'était un peu difficile de se Mm. dire zut. Donc c'est pour ça. Donc ça c'est très concret dans tout ce qu'on a vu. Voilà. Après pour l'autre question, on peut Ok, garder la. j'ai vu que Thierry a fait une blague que Ah ouais, tu j'aime vas bien. apprécier parce que J'aime bien. je sais que tu aimes bien ce genre de blague. Ouais, j'aime bien. J'aime Je beaucoup. l'ai dit à haute voix. En tout cas, Alors, les ouais, shorts alors chez Adidas, c'est normal. j'aime beaucoup, mais d'un autre côté, je suis pas très content parce que normalement, c'est moi qui ai fait Alors, ces blagues-là. justement, on va rester dans le monde du textile puisqu'on parle de d'H&M. Oui, Où là on avait une perf donc de plus 61%. D'ailleurs, on va essayer d'aller un petit peu plus vite sur H&M oui, pour qu'on ait parce le que temps c'est de. vrai que l'horloge avance vite. Oui, Et comme ça nous laissera du temps pour parler justement des flops, ce qui sont aussi très bien. une partie importante à couvrir. Alors H&M, Alors, donc là aussi on on va était sur un short. Oui, ouais, on est sur un short et on va regarder bah, exactement de la même manière, les raisons, la genèse de la prise de position, le plan de trading et pourquoi on a fini par sortir. Voilà. On se remet encore une fois exactement en temps réel, hein, d'accord, au jour où on a décidé de faire le conseil. Euh,
Donc, on a mis en place. Alors, attends, parce qu'il y a une chose qui me semble un tout petit peu. Donc on est en daily, hein, Voilà. en bougie Oui, journalière. ouais, tout à fait. Oui, c'est des bougies journalières. Voilà. Donc, on se trouvait à peu près dans cette situation. On avait effectivement plusieurs éléments qui. Alors, attends, parce que je vais être sûr. Excuse-moi, je vais être sûr de Non, la vas-y, vas-y, date vas-y. à laquelle on est rentré. C'était le 7 mars. Je vérifie juste ça pour pas dire de bêtises, parce que parfois, mes flèches, tu vois, quand je regarde des graphiques à nouveau, sont décalées et je suis pas certain à 100% qu'on soit rentré là, mais je vais quand même Je regarder. vais juste poser une question pour le chat. Ouais. Est-ce que le graphique que vous voyez à l'écran, est-ce que c'est bien clair? Est-ce que c'est bien visible? Bon, moi de mon côté, c'est bien visible, mais c'est juste pour confirmer avec les participants, voir si le graphe est très clair. Ok, parfait. Merci Eric. Ah, alors effectivement, je me disais, c'est étrange, c'était pas là du tout qu'on était rentré sur H&M. Attends, je vérifie bien Ouais. la date. J'ai mon tableau là, 4 février. Alors attends, à moins qu'il ait fait une erreur dans le tableau, mais je pense pas. Je peux peut-être regarder de mon côté. J'ai peut-être Ouais, le alors mail avec je pense que c'est l'alerte. 4 février. Non, non, c'est là. On y est. Oui, c'est beaucoup plus logique, parce que je me disais quand même, on a un premier target qui est quand même vachement bas. Voilà, on était à peu près ici. Tac, tac, tac. Voilà, c'était par là. Alors moi Ok. Alors j'avais maintenant, ouais. une alerte qui avait été envoyée le 4 février. Oui, c'est ça. Ok. Ouais, on était comme ça à l'origine. Ok. Donc en fait, tu vois, parce que j'ai dû retravailler le graphique avec peut-être avec un analyste et tout pour regarder des. Et finalement, donc la flèche était là et pas là. Et maintenant, on va regarder effectivement bah, pourquoi la prise de décision, le plan de trading, pourquoi aussi est-ce qu'on n'a pas considéré d'être stoppé. Ça, c'est très important. Et ça, je vais revenir là-dessus et je vais faire vite. Donc, pour faire un peu plus vite, on est ici sur H&M. Bon. On va voir les éléments techniques qu'on a pu identifier et ceux qui nous a fait dire que ben, on a peut-être encore un potentiel de baisse. On va voir dans le désordre. D'abord, sur le plus long terme, on voit qu'on a ici ce qu'on appelle nous une boîte de latéralisation, c'est-à-dire, on le voit, ça trace une sorte de rectangle à l'intérieur desquels les cours n'ont plus vraiment de directionnel. Alors, ils alternent d'un côté et de l'autre, et c'est ce qu'on appelle une phase de latéralisation, parce que Donc on les a cours évoluent de un façon canal, latérale. on peut Voilà, appeler ça aussi un canal c'est un canal horizontal. horizontal, Ok. c'est exactement ça. Mais qui forme la forme d'une boîte, donc on appelle nous parfois Mhm. ça une boîte. Donc on voit qu'on est à l'intérieur de cette boîte, et on voit le jour où on a décidé de prendre cette ligne que on n'est pas encore sur le bas de la boîte. Bon, et tu vois bien que notre premier target, il était sur le bas de la boîte. Bon. Ensuite, on avait cette oblique de résistance, bon, qui n'est pas extraordinaire, mais qui avait quand même trois points de contact. Et notamment ici, que cette oblique de résistance a arrêté de forte velléité haussière. Donc ça, ça consolide un peu la valeur de cette droite, parce qu'on n'y est pas venu de façon lancinante comme un peu ici. On y est venu quand même en ligne droite avec une forte impulsion qui n'a pas été suffisante pour passer au-dessus. Voilà. Et J'ai une puis on va question, vers. Marc. Est-ce Oui. qu'on peut considérer cette ligne noire, puisque le terme tu l'avais utilisé tout à l'heure, est-ce qu'on peut considérer cette ligne comme un overlap? Une ligne, Alors tu parles de la ligne noire ici. la ligne noire, ouais, qui passe Oui. d'un niveau de support à un niveau de résistance, enfin qui alterne un Oui, peu les deux. ouais, alors là, les gens vont, je veux pas perdre les gens. Non, non, bien sûr. Là où c'est pas vraiment un overlap en tant que tel, c'est que normalement, un overlap, ça aurait été un niveau qui, une fois que tu l'as passé, va vraiment, tu vois, comme ici, va vraiment venir jouer le rôle de support derrière, ou inversement. Mais c'est pas loin d'un overlap, ça s'appelle, nous, ce qu'on appelle une borne de polarité. Une borne Ok, de polarité, c'est une oblique qui va jouer un rôle de support-résistance de façon polaire, en fait. Polaire, c'est-à-dire que quand tu vas être au-dessus, bah, de temps en temps, tu vas t'en servir de support. Quand tu vas être en dessous, tu peux t'en servir de résistance. Et effectivement, on voit qu'on a à plusieurs reprises ici, ici, là, là, ici, là, ici, oui, un peu là à comme un nouveau. aimant en quelque sorte. Voilà, ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que d'un côté, tac, on rebondit un peu dessus, tac, quand on passe en dessous, ah, on vient buter au-dessus, quand on repasse au-dessus, hop, on vient rebondir, etc. Et Ok, là, effectivement, on voit qu'à deux reprises, on n'a pas réussi à repasser au-dessus. Bon. Et dernier élément, pour qu'elle aille pas plus vite, bah, le RSI n'a pas réussi, il était en train de redevenir un peu fragile, à franchir sa zone de neutralité. Et comme on était toujours, nous, ce qu'on appelle en territoire, entre guillemets, négatif sur le RSI, c'est-à-dire en dessous de la borne des 50. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et là-dessus, je veux vraiment insister, parce que c'est très important.
pour moi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu pas mal de tergiversations. Ça veut dire que là, quand tu regardes le graphique, quand on regarde ensemble le graphique, on se dit, bon, bah, ok, nickel, on est rentré là, aujourd'hui on est là, on a sorti à plus 61, tu m'as dit, je crois, je sais plus, quelque chose comme Ouais, ça, c'était plus tout va 61. bien. Mais si on se met plus dans la réalité du marché, on voit qu'on a eu un peu chaud quand même, parce qu'on a eu des phases de hausse, tac, on a eu une nouvelle phase de hausse ici, on est revenu là, on a à nouveau un rebond ici, et là, notre turbo, il fait le yo-yo. Hein, okay, notre PRU, il était à peu près là, là, on devait être à moins 40 à un moment, je m'en souviens, paf, on passe à plus 15, moins 35, plus 20, 25, etc. Bon, donc ça, faut tenir la barre du navire là. Hein. Il faut, Mm. voilà, il faut se dire à partir de quand. Maintenant, dernière chose pour qu'on passe à la suivante et qu'on aille un peu vite puisqu'il est moins 20, ça va, on aura le temps. Pourquoi ici est-ce qu'on n'a pas respecté entre guillemets notre stop puisqu'on l'a atteint notre stop. Hein. Et peut-être même, je l'ai replacé un peu là parce que je me souviens qu'il était au niveau de cette zone-là, tu vois. Bon, peut-être Ouais. qu'on l'aurait mis ici à peu près. Donc, on l'a quand même tapé. Bon. Alors, d'abord, deux choses. Premièrement, on ne l'a pas tapé, enfin, je veux dire, on l'a touché, d'accord, mais on ne l'a pas vraiment dépassé. Donc, nous, déjà, quand on envisage un niveau de support ou de résistance, on n'attend pas juste de le toucher. Parce que le toucher, justement, tant qu'on le touche, c'est-à-dire qu'il joue encore son rôle, comme on l'a vu là. C'est s'il avait vraiment été franchi qu'on aurait eu un peu plus peur, d'une part. Autre chose, ça peut nous arriver de ne pas respecter le stop qu'on a mis. Alors, C'est pas bien idéalement, ça. non, c'est pas bien. Quand on le fait soi-même, quand on fait soi-même l'analyse et qu'on veut être tout seul, entre guillemets, bah, Mm. là, il vaut mieux respecter. Après, Ouais. on prend ses risques. Hein. Si on dit, bah non, non, j'ai pas envie, j'y crois encore, bah, voilà, on assume. Soit on a raison et puis on est content, soit on a tort et on assume. Bon. Nous, on a remarqué une chose sur notre service, c'est qu'on est sur des produits très volatiles qui peuvent prendre ou perdre 40% en 5 minutes. On a fait ce qu'on appelle un backtesting de long terme, qui était un travail de fourmi. On s'est dit, voilà, suite à l'action d'un client qui nous avait dit je comprends pas pourquoi vous mettez pas des stops automatiques à 20, 25%, comme ça on éviterait des moins 60, etc. Bah, la raison est très simple, c'est que si on met un stop automatique à 25 ou 30, eh ben, je peux vous assurer que la perte va être très mauvaise. Pourquoi? Bah, parce que c'est tellement volatile que en mettant un stop à moins 25, moins 30, on peut tolérer absolument quasiment aucun drawdown, c'est-à-dire aucun Mm. démarrage dans le mauvais sens. Et nous, on a essayé de mettre le curseur, et si tu veux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, j'ai dit à mon équipe, prenez-moi chaque année, alors il y a des années trop vieilles, on ne pouvait pas, parce qu'on ne pouvait plus avoir de traces facilement sur les produits, mais essayez de voir sur chaque année, si on avait mis un stop automatique sur toutes nos lignes à moins 20, moins 30, moins 40, etc., et donnez-moi le bilan à la fin de l'année. Bah, les stops les plus pertinents étaient au-delà des moins 40. Ils pouvaient être autour des moins 50. Parce qu'on a beaucoup de lignes qui sont passées par moins 40%, comme H&M, Adidas peut-être pas tout à fait, et qui ont fini, bah là, comme H&M, à plus 61%. Donc nous, on le gère ça. On le gère comment? Bah, on regarde aussi la façon dont le graphe évolue. Est-ce que notre stop a été atteint après une forte vague de hausse? Est-ce qu'il a été atteint après une hausse un peu poussive, Mm. avec des zigzags à la hausse, à la baisse, où là, on a un peu moins d'impulsivité? Donc là, c'est là-dessus aussi que nous, on gère nos lignes de cette Donc façon-là. là, vous tenez la position avec malgré tout, comme tu disais, il faut pouvoir tenir la barre, hein, Ouais, savoir c'est ça. naviguer par gros temps. Et qu'est-ce qui fait que vous sortez après donc? Alors, ce qui a fait qu'on Qu'est- est sorti, Quel est c'est l'effet que déclencheur? alors, ce qui a fait qu'on est sorti, parce que là, je pense que sur H&M, on est sorti hier. Hein. Alors, on serait sorti aujourd'hui, je l'ai dit à mon équipe. Ah, je dis, ah merde, on est sorti à 61, on aurait pu sortir aujourd'hui à 80. Bon, Ouais. ce qui a fait qu'on est sorti, c'est qu'on est arrivé sur notre premier target. D'accord. Et au moment où on est arrivé sur notre premier target, tu vois, parce que c'était la bougie d'hier, si tu regardes bien la bougie d'hier, on n'a pas Ah oui. réussi à l'enfoncer. Et on s'est dit, ah, voilà, tac, on est venu, si tu veux, on est venu clôturer ici. Donc, on a rebondi un peu en fin de séance. Et on s'est dit, bon, le support a l'air de tenir. On est dans un marché encore une fois, avec des tendances qui ne sont pas très claires. On a eu, comme sur Adidas, encore plus sur H&M, bah, des petits yo-yo. Bon, on ne va pas prendre de risque. On est à 60%. On va prendre nos 60% et on ne va pas prendre le risque d'être arrivé en bas de la boîte et de repartir au-dessus de la boîte et de se dire mince, on était à plus 60% et on a dû sortir à plus 20%. Voilà. Donc c'est ce qui a fait que. Mais on voit aujourd'hui que on a effectivement enfoncé là très nettement notre premier target et que si jamais il y en a qui étaient sur ce turbo
alors par hasard, ça m'étonnerait, ou s'il y en a qui étaient sur ce turbo à travers Qui ont nous et qui conservé n'ont la pas position. sorti, bah, je leur conseillerais plutôt de le conserver jusqu'au deuxième target parce que là, la cassure de la boîte engendre un potentiel de baisse encore intéressant. Voilà. Ok, On passe bon, on passe au pareil, reste. c'était très clair. Ouais, c'est vrai qu'on risque d'être pris par le temps. Alors justement, maintenant, on parle de deux idées, ou en tout cas au moins d'une sur les deux, qui n'a pas fonctionné. Et on Oui, va alors on va. essayer de comprendre pourquoi. Donc un petit peu pareil, on part de la genèse. On va essayer d'aller un peu plus vite là sur la genèse parce qu'on Ouais, a, ouais, ouais, on va on a bien faire ça. compris On en va faire effet ça. qu'au départ donc on part sur du daily parce que c'est vrai que toi tu travailles plutôt sur des unités daily, mais on peut faire aussi ce type d'analyse sur des unités moins, je dirais, enfin en tout cas plus courtes en termes de temps, mais bien sûr avec des objectifs différents. Parce qu'au final, ce type d'analyse, est-ce qu'on peut la réaliser sur tout type d'unité de temps? Est-ce qu'on peut le faire sur du 4 heures? Est-ce qu'on peut le faire sur du 1 heure? Est-ce qu'on peut le faire sur du 15 minutes pour avoir je dirais, une fréquence de trading plus courte? Alors, Faire du daily, du swing? l'analyse technique enfin, est censée, a un avantage, c'est que elle est censée fonctionner sur n'importe quel sous-jacent déjà, à partir du moment où tu as un graphique, et fonctionner sur les divers time frames que tu prends, du daily, du weekly, du bon. Hmm. Il faut à ce moment-là mettre en place sa vision en fonction de l'unité de temps dans laquelle on se trouve. L'analyse technique fonctionne très bien sur du swing et du long terme. Plus tu rentres dans l'intraday, plus ça devient. Moi, je trouve que ça fonctionne très bien en intraday parce que j'ai assisté des traders intraday parfois dans des salles de marché qui me disaient voilà, moi j'ai un ordre à travailler là aujourd'hui, j'en suis à tel niveau. Qu'est-ce que tu penses que je peux espérer aujourd'hui? Donc là, du coup, c'est des graphes de très court terme. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à ça? D'abord, tout bon analyste technique doit ne pas oublier de regarder, lorsqu'il regarde une unité de temps, de toujours faire attention à l'unité de temps supérieure. Parce que parfois, on ne fait pas attention et on a une indication. Par exemple, là, je suis en daily. Parfois, peut-être que sur le graphique weekly, donc hebdomadaire, je vais voir un truc que je ne voyais pas sur le daily. Ça peut être Ouais. un truc sur RSI, ça peut être un point qui vient de plus loin, etc. Donc, idéalement, il faut essayer de conforter ça. Moi, je le fais toujours. Si je suis sur un graphique 4 heures, je vais peut-être regarder le daily, etc. Donc ça fonctionne. Maintenant, évidemment, mais ça c'est logique, plus tu rentres dans des unités de temps inférieures, plus tu vas avoir des risques de gap importants, puisque un gap, c'est un trou de cotation entre une unité Hmm. de temps et la suivante. Donc c'est sûr qu'un gap weekly, c'est très très rare. Un gap monthly, c'est quasiment, voilà, enfin ça arrive, mais une fois tous les je sais pas combien. Des gaps daily, il y en a, on en voit régulièrement, mais si tu vas en 5 minutes, tu vas avoir des gaps dans tous les sens. Ouais, Donc, il ne bien faudra sûr. pas tenir compte d'un gap de la même manière sur un graphe 5 minutes que sur un graphe daily. Voilà. Ok. Bon, alors pour revenir à là tout de suite, parce que tu as dit qu'on fallait qu'on gagne du temps. Alors, nous, d'abord, on se remet en position. On regarde pourquoi on a pris Exxon. On regarde Exxon, alors, pourquoi. Exxon, Ouais. c'était là aussi un short, hein. Oui, c'est deux shorts là qu'on a, Donc, effectivement. baisse, on vise la baisse du cours d'Exxon. Alors, Voilà. qu'est-ce qui fait que, voilà, quel est l'élément déclencheur ou la confluence des éléments déclencheurs qui font que tu optes pour une position baissière Alors, très bien. Donc, à la vue du graphique? d'abord, toujours, quand on regarde un graphique, ne jamais oublier de regarder ce qu'on appelle la big picture, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est globalement dans les cours, etc., sur l'action. La big picture, elle nous montre que j'allais dire la hausse, voilà, commence à faiblir complètement. D'accord. Ici, on a une hausse très nette, et puis là, on rentre dans une boîte, et là, les plus hauts sont de plus en plus faibles. Donc, la théorie de dos, ce qu'on appelle la théorie de dos, commence à être remise en Ouais. question. On Et a paf, une là, vraie on a latéralisation là au niveau des voilà. cours. En effet, quand tu prends comme tu l'appelles la big picture, on voit une hausse et après derrière on a une latéralisation des cours, notamment là au travers de la box, Oui. comme Et comme tu l'appelles. après, on voit qu'une fois sorti de la boxe, on n'a pas réussi à reprendre une vraie impulsion haussière. Déjà, ici, on aurait pu, et heureusement, on l'a pas fait, comme tu disais, ouais, pourquoi vous n'avez pas? Bah, très honnêtement, si j'avais regardé Exxon ici, là, quand j'étais là, bah, pour moi, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. On est sorti de la boxe avec une forte bougie. Bon, et là, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un bull trap, c'est-à-dire Ouais, un parce que signal haussier important. là, si je suis débutant, en effet, je jette un œil sur le RSI et je peux te dire, attention, Marc, le RSI, il est suracheté là. Oui, tout Il à est en fait. surchauffe. Tout à fait. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il faut Ouais. faire du backtest. D'accord.
du backtest, c'est quoi? C'est de regarder si à chaque fois que le RSI est suracheté, je me casse la figure. En gros, le backtesting sur le RSI, c'est très important. Ça veut dire comment est-ce que je peux avoir confiance là sur mon RSI daily et me dire que quand il est suracheté, comme ici, bah, ça veut dire qu'il faut vraiment que je vais avoir un signal de baisse important. Bon. Et là, tu regardes ici, tu vois, regarde avec moi ici, je vais mettre mon curseur là, ok, ici, là, je mets un trait. Bon, et là, j'ai mon RSI qui est largement suracheté, Ouais. d'accord? Et je vois que Exxon a continué à monter Et pendant ça longtemps. continue à monter, en effet. Voilà. Donc, quand je vois ça, je me dis juste dans ma tête, bon, ne viens pas te dire, ça veut pas dire, hein, évidemment, que les zones de Ouais. surachat vont pas parfois engendrer des retournements. Mais je me dis, ne tiens pas trop compte de ce critère-là, parce que sur Exxon, le RSI peut être suracheté sans que pour autant on ait un retournement. Et même là, on le voit pendant très longtemps. Parce que si tu veux, le RSI a été suracheté de là à là, ici, avant de repasser sous sa zone machin. Okay, et de là à là, les cours ont continué à monter. Oui, ils ont continué à monter, en effet. Ce n'est que quasiment ici, donc sur ce surachat-là, que là, les cours ont décidé de repartir dans l'autre sens. Donc effectivement, faire attention à ça. Donc moi, ici, j'ai mon... Voilà, je suis là, et j'ai vu ma big picture qui me dit, bon, ok, Exxon, on est quand même dans un trend pas terrible. Ok. Deuxièmement, ici, j'ai quelque chose quand même de très net, c'est que j'ai une vague de baisse très nette, d'accord? Très nette dans le sens où, bon, là, j'en ai une qui est pas mal, mais elle est un peu moins nette quand même. Là, j'en ai une qui est beaucoup moins nette, puisqu'on a des tergiversations. Mais on a Ici, un vrai momentum baissier, là. on a un vrai momentum baissier qui a duré de voilà, novembre 2024 à décembre, donc un mois, et un mois dans lequel on s'est quasiment cassé la figure en ligne droite. Très bien. À partir de là, ici, on entame une reprise, et puis on voit que ce qu'on appelle, nous, la tentative de reprise ne fonctionne pas, et qu'on a l'impression d'être dans ce qu'on appelle un rebond technique, c'est-à-dire une respiration après une première phase de baisse avant d'attendre une nouvelle phase de baisse. Principe de Euh, la théorie de dos, là, à nouveau. C'est-à-dire, ouais, tout à fait. Donc on attend des plus bas de plus en plus bas. On avait un RSI qui, alors au moment où on a regardé, hein, était passé juste en dessous de sa bande de neutralité et non seulement il était repassé en dessous, mais il n'avait pas réussi en repassant au-dessus à accélérer à deux reprises. Bon. Donc on avait beaucoup d'éléments qui nous indiquaient une fragilité du marché, plus ce niveau-là qu'on a mis en bleu, qui nous faisait penser qu'on avait effectivement un niveau de résistance important. Bon. Maintenant, on va regarder deux choses intéressantes. Et voilà, bon, il est 52, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors, premièrement, et là, je vais faire un mea culpa, hein, on va voir pourquoi. Alors, d'abord, on est repassé à plusieurs reprises, mais je suis pas sûr que mon stop était là à l'époque. Hein. Parce que moi, ce qui se passe, c'est qu'après, je change les niveaux de stop en fonction du. Mais au départ, je ne saurais plus te dire si on était là. Mais qu'importe. Imaginons qu'on ait mis notre stop là. On n'a pas décidé de sortir au moment où on a été stoppé tout de suite. Alors, attends, je ne pense pas. Je vais vérifier aussi parce que ça c'est important. Je vais vérifier la date de sortie pour essayer de voir et de bien comprendre. Non, effectivement, on est sorti après. Donc, notre stop a été tapé, et là, pour le coup, il a été vraiment franchi. Mais on s'est quand même dit que on avait quand même l'impression que ça restait fragile, que finalement, on était toujours dans cette zone-là, que malgré tout, les moyennes mobiles n'étaient pas encore, on n'est pas repassé au-dessus du croisement des moyennes mobiles. Bon, on avait quelques petits éléments, mais pour être très franc, c'était un peu touchy. Hein. Bon, et ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a merdé, hein, pour être très franc, c'est qu'on voit qu'après, bon, on a eu raison de tenir la baraque. Hein puisqu'on est bien revenu ici avec une vraie phase de baisse, d'accord? Et je vais expliquer, pour faire mon mea culpa, pourquoi on n'est pas sorti. Parce qu'après coup, c'est toujours facile. Hein. Pourquoi c'est facile? Parce que là, Non, quand on regarde le non, graphe ensemble, quand tu dis vous n'êtes pas sorti. Ah oui, d'accord, vous êtes sorti après sur la en fait, hausse à on est nouveau sorti. du. Oui, Ok, ouais, on est sorti par là, c'est-à-dire qu'on est sorti à, je sais plus, tu m'as dit moins, attends, je l'ai là, on est sorti à moins 30, quelque chose comme ça, peut-être ouais, moins moins 27. 27, ouais, voilà. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'ici, on n'est pas sorti? Quand on regarde le graphe ensemble après coup, quelqu'un va arriver et va dire ah bah ouais Marc, je comprends pas, t'aurais dû sortir ici. Bon, C'est quoi? C'est alors, un excès de confiance? c'est facile de dire ça après coup parce qu'on se dit ah oui, mais si ok le graphe avait fait ça, personne serait venu nous dire pourquoi t'es pas sorti ici. Peut-être qu'intellectuellement il serait venu nous demander. Donc on va expliquer. Zut, j'ai enlevé la flèche, pas C'est quoi? très C'est un grave. marteau qu'on a en bas là. Euh, Ici, Ouais, la ouais bougie alors là. C'est un doji. Alors, alors ça peut être, ouais, c'est un doji en tout cas, c'est un semi-doji. Et derrière, on a eu ce qu'on appelle un avalement haussier. Ouais, C'est-à-dire qu'on a une grande bougie, même si moi je fais pas, c'est pas du tout ma spécialité, hein, les chandeliers. D'ailleurs, tu as bien vu ouais, que
par défaut, je mets mes graphes en bar chart, justement pour pas être biaisé par d'autres configurations, où Ok, je me je dis, comprends. le souci, si tu veux, c'est qu'il y a tellement de théories techniques différentes que si quelqu'un, comme tu l'as dit, je connaissais un analyste technique, moi, dans une boîte, il faisait halluciner pardon, tout le monde, parce il regardait toutes les théories, il avait des points tous les 3 centimes, ses graphiques ressemblaient à des œuvres d'art moderne, mais qui ressemblaient à rien, et finalement, si à chaque fois, tu peux te faire l'avocat du diable, tu peux dire, ah ouais, mais là, j'avais pas regardé les ratios de Gann, ah Ouais, ouais, bien mais là, sûr. j'ai un ratio de Fibo, ah ouais, mais là, j'ai un Ishimoku, machin, etc. Bon, et du coup, tu fais plus rien. Donc moi, j'essaie d'éviter de me faire biaiser par trop de. J'utilise mon Elliott, j'utilise mon chartisme et mon Fibo, point barre. Bon, là, on est effectivement arrivé sur notre premier target. Premier target qu'on avait quand même mis en pointillé. Quand on met en pointillé, c'est-à-dire que nous, notre objectif vraiment majeur, il est plutôt là. Mais regardez bien ce qui s'est passé ici. Bah, il s'est passé qu'on a ouvert d'abord en gap, d'accord, ouverture ici, qu'on a effectivement marqué une accélération à la baisse, puisque le point le plus bas de la journée était ici, en dessous de, donc la mèche était là. Et puis on est venu reclôturer quand même au-dessus. Bon, on n'est pas sorti sur la mèche, bon, parce que arriver pile sur la mèche et sortir pile à ce moment-là, bah, c'est facile à dire après coup, mais on s'est dit tiens, on a quand même un gap baissier, on est resté en bas du gap, etc. Et on s'est dit bon bah voilà, on est quand même à, je sais pas, on devait être à vue d'œil, on devait être à plus 20, plus 30, c'était pas mal. Mais on estimait qu'on avait plus de chance puisqu'on avait l'impression que notre scénario était en train de se réaliser. Puisque à partir de là, après avoir tenu bon sur notre stop, bah, on a eu quand même une accélération baissière. Et Mm. là, bingo, typique, le lendemain, bah voilà, mauvais choix, puisque forte bougie haussière. Et quand on est là, bah, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit merde, merde. Et on a encore envie de croire un peu à la baisse, parce qu'on n'est pas complètement invalidé. Et là, on est sorti. On est sorti parce que on commençait à tenir la ligne depuis longtemps, parce qu'on en avait un peu assez, pour être très franc, des zigzags permanents et des sueurs froides de passer de plus 5, de plus, là, plus 20, 25 à moins 30, 40. Et on s'est dit, bon, on va arrêter de jouer avec le feu. C'est pas clair. Le marché est pas clair. On va Ok. sortir. Mais attention, hein, là, moi, personnellement, je ne dis pas que si on revient dans 2 semaines ensemble ou dans 3, qu'on ne soit pas à nouveau ici et même peut-être plus bas. Mais on a quand même décidé d'être prudent, de ne pas tenter le diable. Et là, au jour d'aujourd'hui, ce qu'il va falloir surtout surveiller, c'est cette zone-là qui devient très importante. Et peut-être que tant qu'on est en dessous, se dire qu'on a peut-être encore un risque de baisse. En revanche, si on passe franchement au-dessus, bingo. Et là, juste, j'en profite pour montrer, après, on passe à autre chose. Ce qu'on appelle les alertes. Quand tu me disais, mais vous regardez pas, vous n'avez pas les moyens. Si, on a les moyens parce que nous, quand moi je regarde mon marché avec mon Pro Time, bah, je fais ça, par exemple. Ok, je fais Ouais, ça, tu c'est-à-dire que places une alerte. je me mets une alerte, bon, elle n'a pas apparu là comme il faut, je me mets une alerte sur un niveau en disant, voilà, en disant à mon logiciel de me faire une petite sonnette d'alarme à partir du moment où je passe au-dessus de ce niveau. Et par exemple, si je me veux plutôt envisager un scénario baissier, voilà. Donc en fait, je balise mon terrain et mon logiciel va me faire un petit bip en disant, ah tiens, tu as enfoncé ton support sur Exxon, donc peut-être que potentiel de baisse intéressant, tu as dépassé ta résistance, peut-être potentiel de hausse intéressant. Entre les deux, c'est la zone floue et on fait Ouais, rentrer. Voilà. et ce qui te permet au final d'éviter de rester collé sur les écrans toute la journée, sur la valeur, en attendant que le niveau Ah soit oui, atteint pour prendre ça, une décision. ça, c'est impossible. Ouais, non. Il y avait une question, alors, je, je pense, enfin, Oui, on va dire, on la répond en 30 secondes, notamment oui, sur Exxon, c'est oui, existait-il une corrélation oui. avec le cours du WTI pour Exxon? Oui, alors ça, c'est une très. J'aime bien quand je dis c'est une très bonne question parce que tous les autres vont dire ah merde, moi j'ai posé une question con. Donc il n'y a pas de question con et de question. Mais alors oui, c'est une question, on va dire, qui est souvent, qui revient souvent. La corrélation entre le WTI ou le Brent, hein, donc les cours du pétrole, puisque WTI et Hmm. Brent, c'est des jumeaux, et les valeurs pétrolières. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une corrélation forcément entre ces deux facteurs. Mais corrélation, il y a alors, des corrélations fortes, il y en a, par exemple, entre le Brent et le WTI. Ça, c'est sûr qu'ils vont aller dans le même sens quasiment tout le temps et qu'on peut presque faire des copier-coller sur les graphes. Maintenant, il faut faire très attention parce que les cours du pétrole n'indiquent pas forcément toujours le directionnel des valeurs pétrolières. Exemple, plutôt l'image que les mots. Là, je vais mettre le pétrole, ok. Et là, on va regarder ici, par exemple, je vais mettre en plus gros. Voilà, là, on a le cours du pétrole, d'accord. Donc, on visualise le cours du pétrole et je vais mettre, par exemple, total. Bon, je sais pas, par exemple, hein. Voilà, tac. Et là, je vais mettre total de la même manière. On voit à vue d'œil que le pétrole et total ne sont pas corrélés à 100%. On voit très bien que là, le pétrole a eu des phases de baisse violentes, d'accord, alors que total, lui,
à plutôt conserver son C'est plus potentiel lissé. ETP. Ouais. Donc ça répond très vite à la question de, je crois, Philippe, de la même façon. Donc les valeurs pétrolières, Exxon, c'est la même chose. Alors, là, on est sur Exxon. Je parle sur le long terme, hein, et on voit bien que entre Exxon et le pétrole, il y a encore une décorrélation. Donc, dans les gros mouvements, on peut de temps en temps se dire, bon, bah voilà, on est dans une forte phase de hausse sur le pétrole, peut-être que les pétroliers, etc. Mais on voit très nettement que la corrélation n'est pas aussi N'est pas parfaite, intéressante que ouais. ça. Voilà. Il y a un peu plus de corrélation, alors je dis bien un peu plus, hein, entre le cours du pétrole et les parapétrolières, qui, elles, sont plus sensibles directement au cours du pétrole. Bon, après, des boîtes comme Exxon, Total, etc., ils font pas que ils font pas que ça. C'est pas et maintenant ils sont diversifiés sur plein d'autres domaines. Mais bon et après là en fait de plus en plus, il est évident qu'on va voir quelles vont être les données macro qui vont influencer les cours du pétrole à mesure qu'on va avoir des voitures de plus en plus électriques par exemple. Mais il ne faut pas oublier que le pétrole en tant que matière première euh, l'intervention du pétrole en tant que matière première dans les voitures, c'est quelque chose d'assez, pas résiduel, mais c'est pas non plus. Il y a énormément d'autres facteurs qui influencent les cours du pétrole, qui est utilisé dans énormément d'autres domaines de fabrication que l'essence pour les voitures. Donc non, Allez, donc la réponse est non, il n'y a pas une corrélation forte entre les pétrolières et les cours du pétrole. Voilà. allez, on termine parce on est en train de dépasser l'horaire. Alors, on va pas prendre l'exemple qu'on avait dans le sommaire. On va prendre une valeur qu'on évoquait au début, c'était Henkel, et Ah oui, notamment pour voir. pour Ouais. parler de la dissonance parfois qu'on peut trouver entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Ouais, alors Henkel, c'était la belle claque. Et on va regarder bah, de la même façon. On va regarder. Ah ben zut, j'ai plus ma flèche là. Bon, c'est pas grave. On va regarder ce qui nous avait décidé à prendre le titre, etc. Et pourquoi on s'est fait bah, totalement, j'allais dire un mauvais gars, mais bon, combien on s'est fait totalement avoir. Bah, là, on est dans le cas qu'on voyait tout à l'heure, donc ça qui est intéressant, du fameux bull trap. Donc le bull trap, c'est quoi? C'est qu'on a cette boîte de latéralisation, d'accord? Qu'on voit que bah, d'abord qu'elle est solide entre un niveau de résistance ici et un niveau de support ici qui sont assez marqués. Et on a vu ici quelque chose d'assez intéressant, c'est ce qu'on appelle là, tu vois, c'est allez à la limite je vais te mettre une autre boîte de latéralisation là, je vais mettre un peu plus un peu plus foncé pour l'avoir un peu mieux, voilà. Et cette boîte de latéralisation là, elle était incluse dans la boîtier, mais elle était en train de nous montrer que les cours n'avaient plus la même fragilité. Ils n'arrivaient plus, à partir de là, à partir d'ici, à aller de façon aussi nette vers le bas de la boîte. Donc, ça commençait à nous dire, on commençait à dire, ah, tiens, là, il y a peut-être des velléités de sortie. D'achat, Et on est sorti. Et nous, à la sortie, c'est là qu'on s'était positionné. Bah, c'est très clair, hein. signal. On s'est Signal, et là, positionné on y sur la va. sortie, avec le fait qu'on ait une autre boîte ici, donc on est sorti des deux boîtes ici. On avait un RSI qui était encore bien orienté et pas encore suracheté. Et on avait plusieurs éléments techniques. Bon, là, c'était typique le bull trap. À savoir quand même, c'est important, que la veille, nous, de ce qu'on s'est pris là, la claque sur le gap, on était à plus 35%. Hein. On n'est pas sorti parce qu'on s'est dit, on est large, on est sorti de la boîte, on démarre très bien, plus 35, on est à peu près par là, et bingo, voilà. Bah non, Bon, gros gap à l'ouverture. je vais faire le mec un peu lourd, hein. C'est vrai que là, on a Ouais, un joli doji en ouais, haut d'une phase haussière qui ouais. ressemble à un signal de vente très fort. Mais Oui, alors en effet, attention. Hein. Le, oui, ouais, ouais, c'est alors vrai que là je parle pour moi parce que c'est vrai que moi j'aime bien justement ce genre de figure. Je sais que toi, tu travailles pas du tout avec ce genre de figure. ah Mais non, non, alors, mais je vais te répondre. Non, non, mais je vais te répondre direct. Alors là, je vais avoir la ouais, réponse à ta dis-moi. question directement. C'est que moi, je suis d'accord avec toi, d'accord. Mais le doji, tu le vois quand le doji? Tu le vois pas pendant la journée là. Tu le vois quand C'est la vrai. journée est clôturée. C'est vrai quand la journée est Et clôturée. donc Oui, là, oui, mais nous, on l'avait vu ce doji. On s'est dit ah mince, mais on n'en pensait pas non plus à ça. Tu as un doji, tu peux te retrouver ici et puis quand ça a baissé, et là, on se serait dit bon allez, on prend pas de risque. On a effectivement un doji, on commence à revenir dans la boîte et tout, mais on n'a pas eu cette occasion puisque oui, tu as à entièrement raison, l'ouverture puisque là, ici, on a le à gap, on l'ouverture, on subit le était là. gap, quoi qu'il Ok. arrive. Si tu avais une autre bougie après ce doji, d'accord, qui avait été là, qui m'aurait fait ta remarque, j'aurais dit ouais, effectivement, tu as raison, j'aurais pu me méfier un petit peu. Ah, mais là, je me méfie, mais le temps que tu te méfies, le lendemain, c'est fini, quoi. Bon, à vrai dire, Euh, j'aurais dû me taire. Tu voilà. as Non, non, pas entièrement du raison, tout. c'est vrai. Non, 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 c'est parce que comme ça, tu m'as permis
d'argumenter dans ce sens-là. Mais effectivement, c'est ça et si on avait dit toi et moi ensemble que ça serait peut-être bien de montrer ça, c'est pour que les gens comprennent d'abord qu'il n'y a pas de magie, hein, et aussi qu'ils Exactement. comprennent parfois que bah, on peut se faire avoir, mais qu'en plus, bah, voilà, sur des cas comme ça, c'est quand même des cas bon, qui sont pas fréquents, hein, on va pas se mentir, des gaps comme ça, il y en Alors a pas. justement, l'explication du patatras là, hein, Ouais. de la chute brutale, c'est quoi? Alors Je te pose la vraisemblablement, question, c'est même qu'il y a si eu je connais la réponse, mais je te pose la Alors, question pour il y a eu ce les qu'on appelle auditeurs. il y a eu ce qu'on appelle une sorte de profit warning, c'est-à-dire bah, des entreprises parfois annoncent, se doivent hein, d'annoncer bah, parfois des mauvaises nouvelles. Et là, il y a une annonce qui a priori, bah, voilà, qui a pas plu du tout au marché et qui a fait que bah, la boîte s'est fait ce qu'on appelle shooter. D'accord. Bah, par exemple, un cas d'école là-dessus qui est quand même assez marquant, c'est ce qu'on a eu sur Alstom. Le jour où Alstom a annoncé, donc a fait son profit warning, c'est exactement ce qu'on appelle un profit warning dans notre jargon, donc une alerte sur les résultats, et avait annoncé notamment ces gros problèmes de trésorerie. Et tu vois ici qu'on a eu un gap de 32% sur le titre, bon, qui est quand même beaucoup plus important que les 9%. 9%, c'est quand même énorme hein, qu'on a eu sur Henkel. Et voilà. Et donc là, dans ces cas de figure-là, c'est sûr que ça fait quand même quelque chose de très violent sur des annonces qu'on ne peut pas forcément attendre. Maintenant, sur Alstom, on était quand même contrairement à Henkel, on était déjà dans une configuration technique négative. Et pour être très franc, et pour voilà, pour vous parler de parfois de bon, on avait un short sur Alstom qu'on a revendu très bien parce qu'on avait dû le prendre vers l'eau. Et puis quand on a vu ça derrière, on s'est dit putain, pardon, hein, mais je pense qu'on a revendu à 80-90% et qu'on aurait pu être à, je crois, 600 ou 700% si on l'avait gardé. Bon, mais c'est comme ça, c'est Ah oui, facile à dire. c'est toujours, voilà, en effet, après coup, on se dit, tiens, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça, mais C'est ça. l'essentiel, c'est d'être sorti, en effet, par rapport à un objectif qu'on s'était fixé et de ne pas avoir de regrets. De toute façon, j'ai envie de dire des opportunités, on en a régulièrement sur les marchés. Il faut savoir sortir quand on a décidé de sortir. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Rothschild, hein, ça rejoint exactement le truc, c'est qu'on a toujours tendance à sortir trop tôt. Oui. Mais voilà, ça fait partie aussi du. Là, je Alors, vois, il y a je une remarque de Thierry qui dit les risques du métier. Du il a coup, bien en raison. prudence, ne vaut-il pas mieux attendre un pullback, même si on perd 30% des opportunités en faisant ça? Alors, ok. Alors ça, je vais répondre quand même, parce que c'est Ouais. intéressant. Il y a en type d'investisseur, il y a, je vais dire moi, trois profils à peu près. Chaque investisseur est différent. Tu prends deux personnes qui ont, par exemple, un même portefeuille, tu leur donnes, je sais pas, je dis au hasard, tu leur donnes 100 000 euros à chacun dans leur portefeuille, tu leur dis, bah voilà, je vous donne 100 000 euros, c'est une blague, hein. Quoique, peut-être que IG vous donne je sais pas. Mais voilà, et tu prends deux Sûr. personnes et tu leur demandes de gérer leur portefeuille. Bah, tu vas en avoir un qui va peut-être gérer complètement différent de l'autre. C'est ce qu'on appelle des profils. Il y a le profil agressif, un peu mon profil, le profil modéré et le profil sécuritaire. Ce dont Thierry nous parle, c'est le profil sécuritaire, c'est-à-dire l'agressif, il va anticiper les mouvements, il va avoir confiance dans son analyse technique. Par exemple, il est dans un triangle, l'agressif va intervenir à l'intérieur du triangle parce qu'il a confiance dans son triangle. Le modéré, lui, va attendre la sortie du triangle parce qu'il aura plus de conviction dans le directionnel, donc il a raison. En revanche, il va acheter à un coût moins intéressant que l'agressif. Le sécuritaire, lui, va attendre non seulement la validation, mais le pullback, c'est-à-dire de voir que finalement le triangle tient bien et qu'on n'arrive pas à revenir dans le triangle. Il y a à chaque fois des avantages et des inconvénients. L'agressif, lui, il va acheter à meilleur prix, il va avoir moins de conviction dans le directionnel. Son pourcentage de réussite, de proba de réussite du scénario va être plus faible. Le modéré, lui, va avoir un pourcentage un peu plus important parce que la figure est validée, mais il va acheter plus cher. Et le sécuritaire, lui, va être entre les deux, c'est-à-dire qu'il va avoir aussi le pourcentage de proba encore plus important sur le pullback. C'est un pullback, ça accentue énormément le pourcentage de ton scénario, mais il va acheter, il a deux risques. Il va acheter aussi un peu plus cher, mais surtout, il a le risque de jamais rentrer en position. C'est pour ça que je réponds à Thierry, parce que parfois, tu as raison dans le directionnel et tu n'as jamais de pullback. Donc, tu as attendu ton pullback, tu étais là sur le quai à dire ah bah, et le train, en fait, il était déjà parti. Donc, ça, c'est chacun voit midi à sa porte et chacun voit comment il veut gérer à sa façon. Donc là-dessus, oui, il faut faire attention à ces choses-là. Ok.
Eh ben, en tout cas, c'était extrêmement clair. Je pense que l'avis est partagé du côté des participants. Je vois qu'il y a pas mal de commentaires positifs. Merci, merci à toutes et à tous. Je Alors rappelle, ouais. Laurent, c'est mon cousin, hein. Ah, ok. Non, 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 je rigole. Non, merci Laurent. Je rappelle que donc vous pouvez vous inscrire gratuitement aux idées de trading proposées par Marc. Je vais d'ailleurs partager l'écran. En tout cas, Marc, merci hein, pour ces explications Avec très plaisir. claires sur l'analyse graphique et sur la manière dont tu interviens sur les marchés. Alors, je suis en train de partager. Hein, voilà, je vais vous mettre ça à l'écran. Hop, voilà, je partage. Donc, je vous rappelle, hein, le replay sera disponible donc dès demain, enfin ce soir sur la rubrique IG Academy sur le site d'IG. Ici, il y a la rubrique Academy. Vous aurez la possibilité donc de retrouver. Vous voyez, je vais cliquer dessus. Ici, vous allez dans cours en ligne et vous allez pouvoir retrouver donc le webinaire de ce soir. Sinon, pour vous abonner aux analyses, vous allez ici aux idées de trading, vous allez sur analyse IG sur le site, abonnement aux actus de trading. Et vous avez ici idées de trading CFD. Vous avez aussi, d'ailleurs c'est ici, idées de trading CFD. Et sinon, pour la partie OTC, c'est-à-dire la partie turbo, vous avez la même chose également ici dans apprentissage. Alors c'est pas dans apprentissage, je vous dis des bêtises. Euh, Si, ici, pardon. Abonnement aux actus de trading et vous avez normalement, bon c'est la même chose. Oui, je crois qu'on est en train de remettre à jour la page, il me semble ce soir, voilà. Mais en tout cas ici vous pouvez donc laisser vos coordonnées et cela vous permet donc de recevoir en direct les idées de trading. Marc, je te laisse le mot de la fin en 30 secondes. Top chrono? Allez, top Bah, chrono écoute, sur le principe donc du trading, sur le principe justement d'accepter également les échecs, parce que ça fait partie du jeu. alors, oui, alors déjà, merci à tous d'avoir été là. C'est toujours sympa d'avoir des bons retours. Je vais dire les grands points, comme ça, à pas oublier. Donc, mettre en place un plan de trading. D'accord? Alors là, je parle pour j'allais dire, ceux qui veulent évidemment être complètement autonomes, indépendants. Voilà. Évidemment, aussi faire attention parce qu'en fonction de son niveau, savoir être modeste, hein. C'est-à-dire que on va pas se lancer comme ça sans aucune connaissance, quand bien même il y a une part de chance dans le trading, comme il peut y en avoir ailleurs. Donc mettre en place son plan de trading, respecter son plan de trading, essayer évidemment de mettre son plan de trading en fonction de sa vision du marché. Est-ce que je connais bien l'analyse technique? Est-ce qu'il y a des trucs d'analyse que j'aime bien? Est-ce que je vais aller voir Daguerre pour prendre des cours avec lui, etc., etc. Peut-être que certains vont avoir du fonda, peut-être que certains regardent des chandeliers. Bon, voilà. Donc mettre en place son plan de trading, respecter son plan de trading slash quand on est là, parce que là je parle de l'analyse technique au sens large, hein. Maintenant, quand on intervient sur des produits dérivés à levier, là, il faut prendre en compte une autre dimension. C'est que là, pour le coup, le plan de trading, il va être toujours important, toujours aussi important, mais il y a deux choses sur lesquelles il va falloir faire attention. Premièrement, la volatilité fait que on peut, par définition, on a un effet de levier, donc le levier va multiplier la performance dans un sens comme dans l'autre. Donc attention parce que moins 30% sur un turbo, c'est pas forcément la catastrophe par rapport à ce qu'on serait sur le sous-jacent et par rapport au fait qu'il faille tout de suite envisager un stop. Deuxième chose, contrairement à l'achat par exemple d'une action, on peut se faire désactiver sur un turbo. Donc le plan de trading, là où il est plus important, c'est au niveau de l'invalidation du scénario, parce qu'on peut pas se dire tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu, parce que si on touche le stop, bah là c'est perdu. Si on touche le chaos. Donc ça, c'est les grands traits je pense que c'est les choses à retenir. Mm. Et puis, ne pas être trop gourmand. Oui, juste une chose que je voulais dire. Quand on dit j'ai vendu trop tôt, en fait, c'est très simple. Il suffit de prendre la chose dans l'autre sens. Si on ne vend pas trop tôt, par définition, si après on se rend compte qu'on n'a pas vendu trop tôt, c'est-à-dire qu'on a vendu au plus bas. Allez me trouver quelqu'un qui achète toujours au plus haut, qui vend toujours au plus bas, à part certains dont je ne donnerai pas le nom, qui vous disent ce qu'ils ont fait il y a 3 mois, mais qui vous disent pas ce qu'ils font demain, Qui vous donne la ça météo de la veille. ça n'existe pas, c'est ce que je dis. Ça n'existe pas, d'accord. On peut avoir de temps en temps de la chance. Nous, on a eu des très bons coups où on a vendu au plus haut et on a acheté quasiment au plus bas, mais ça arrive de temps en temps, heureusement. Mais acheter au plus haut, acheter au plus bas, revendre au plus haut,
à chaque fois, bah, ça n'existe pas. Donc ne pas se dire j'ai vendu trop tôt, parce que si on ne vend pas trop tôt, bah, c'est comme j'ai dit, c'est qu'on a vraiment réussi à vendre sur le plus haut si on est sur un call, sur un long, ou sur le plus bas si on est sur un short. Voilà. Parfait. En tout cas, c'est très clair, Marc. Merci pour ta lucidité sur le trading. J'ai mis à l'écran ton site où on peut te retrouver, où on peut te contacter également. Tu proposes Merci, également des accompagnements donc sur donc les produits, sur différents produits, notamment produits à effet de levier. oui. Donc on peut te retrouver sur dtexpert.com, te contacter également ou te suivre là Oui, oui, il y aussi. a un Donc on formulaire de peut, contact, il y a des voilà. formations qui sont proposées. Oui, pour ceux, par exemple, qui voudraient s'essayer de plus en plus tout seuls, soit parce qu'ils ont envie d'acquérir une autonomie, soit parce qu'au bout d'un moment, ils ont dit, j'ai pas envie de payer le service de DT Expert, je préfère le faire tout seul, bah, ils peuvent suivre des formations qui sont chez nous quand même très complètes, ou même parce qu'ils ont tout simplement envie voilà, d'avoir un peu plus de bagages. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais, donc ils n'hésitent pas. Il y a plein de choses. Il y a des articles, il y a. Je vous invite également à suivre Marc sur les réseaux et notamment sur LinkedIn où Marc est Ah, très, oui, très actif. oui, alors je Euh, vais quand même leur mettre aussi mon Twitter parce qu'effectivement, je suis très actif sur LinkedIn. Maintenant, je vais dire que non, alors sur LinkedIn, et ça, pas une private joke entre toi et moi, mais tu sais que j'aime bien intervenir de temps en temps de façon grinçante, ouais. ça peut faire plaisir. Mais là où il y aura plus, en revanche, de flux d'informations, c'est sur notre Twitter. Donc là, pour le coup, je vais mettre quand même le Twitter ici. C'est là où il y a le plus, voilà, sur Twitter, j'allais dire, c'est pas que c'est plus Je peux sérieux. cliquer sur le lien normalement sur le site, on arrive directement sur le. Voilà. Voilà, Donc Daguerre Trading hein, pour te retrouver donc directement sur Twitter. c'est ça. Eh ben écoute Marc, c'était un super webinaire. Je crois que l'avis est également partagé par la plupart des personnes qui nous ont suivis ce soir. Je rappelle donc que le webinaire sera disponible donc dès ce soir sur IG Academy et à partir de demain donc sur la chaîne YouTube d'IG et sur les réseaux donc de Marc. Marc, je te donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau webinaire sur une Oui. nouvelle Et thématique, puis toujours bien sûr on en se verra, relation avec les marchés on se verra et sur le l'analyse salon également. graphique. Exactement. Voilà. On peut se retrouver également en physique. Vous pouvez nous retrouver, hein, puisqu'on anime une conférence avec Marc à 10 heures sur le salon de l'analyse technique qui se tiendra donc le 28 mars. C'est Paris 15e. Vous retrouvez tous les détails sur salonat.com, salon organisé hein, par André Malpel. Donc salon que vous retrouvez d'ailleurs tous les ans à Paris. Hein. Donc on sera présent avec Marc sur le salon pour une conférence donc à 10 heures sur le trading sur Turbo. Eh bien, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée. Marc, pardon, merci encore pour cet excellent webinaire Bonne soirée à tout le et monde. Merci. à À très tous. bientôt. Merci à tous. Au revoir.